Merci beaucoup. Donc, bonjour, je m'appelle Julien Cabet, je suis aspirant au FNRS et doctorant à l'ULB, chercheur spécialement en droit d'auteur. Et donc, il a été beaucoup question de droit d'auteur ici, en partie, entre guillemets, notamment à travers l'article 15 du Pacte de New York. Et donc, la question que j'ai, c'est est-ce que le droit de participer à la vie culturelle pourrait justifier des limitations au droit d'auteur qui n'existent pas actuellement? Parce que, effectivement, en termes de participation à la vie culturelle, on a, disons, les exceptions en faveur des bibliothèques, tout ce qui est constitution de médiathèque, etc. Il n'y a pas grand-chose en ce qui concerne l'environnement numérique, le droit d'auteur n'ayant pas été adapté correctement, en tout cas dans cette dimension-là, pour la société de l'information. Et il est clair que le droit d'auteur intervient comme une limite, tant dans la dimension active que dans la dimension passive de la participation à la vie culturelle. Et donc, est-ce que, s'inscrivant dans le sillage de développement récent, et j'ai surtout en tête la conclusion d'un traité de Marrakech, ici en juin 2013, qui offre la possibilité aux aveugles et aux déficients visuels de participer beaucoup plus activement, entre guillemets, à la vie culturelle, parce que c'est un traité qui a été constitué pour prévoir des exceptions au droit d'auteur pour précisément créer des œuvres en braille et autres, partant du constat de ce qu'on a appelé une famine du livre, qui explique que à peu près 5% du patrimoine culturel littéraire était accessible aux déficients visuels. Est-ce que, s'inscrivant dans ce sillage, le droit de participer à la vie culturelle, de l'article 15 du Pacte de New York, éventuellement au niveau de la Constitution ici en Belgique, pourrait justifier des limitations, de nouvelles limitations au droit d'auteur? Parce que je ne pense pas que l'idée a été évoquée, en tout cas, je n'ai jamais vu ça à travers la littérature. Donc, quel est votre avis sur la question? Donc, je m'adresse à vous deux, parce que je vous connais tous les deux un petit peu. Voilà. Merci pour la question, c'est une belle question. En fait, ça pose un problème de conflit de droits fondamentaux, puisque les droits d'auteur sont considérés, en fait pas les droits d'auteur, mais le droit à une protection des intérêts matériaux et moraux de l'œuvre est compris aussi dans l'article 15. Alors donc ça implique une conciliation de deux droits qui sont également consacrés. Bon, certains disent que dans l'article 15, c'est pas le droit d'auteur qui est consacré, mais simplement le droit à une certaine forme de protection, mais pas le droit d'auteur en tant que tel. Et donc arrive à s'en sortir avec cette pirouette en disant le droit d'auteur n'est pas fondamentalisé, donc voilà. Mais ceci dit, ça me semble un peu difficile de soutenir ça. Vu l'évolution des textes, le droit d'auteur apparaît comme étant un droit fondamental, surtout fondé sur la propriété, en fait, sur le droit à la propriété. Donc voilà, c'est un conflit de droit en fait. Cela étant dit, je crois que pour l'instant, le conflit de droit est quasi uniquement appréhendé en termes de droit d'auteur, et donc en faveur du droit d'auteur, par les auteurs juridiques, par les juges, par l'ensemble de la littérature. Donc à mon sens, effectivement, une meilleure appréhension du droit de participer à la vie culturelle justifierait de nouvelles exceptions, de nouvelles nuances pour le droit d'auteur. En tout cas, requiert un rééquilibrage, c'est certain. On peut imaginer des applications très concrètes, comme par exemple le fait de reconnaître le droit subjectif des individus aux exceptions prévues par le droit d'auteur, sur la base du droit de participer à la vie culturelle, en disant, comme le droit de participer à la vie culturelle reconnaît le droit d'accès et le droit de participer, en fait, avec les exceptions qui sont consacrées dans la loi sur le droit d'auteur, en fait, on peut considérer que c'est une entrée vers le juge directe, quoi. Ça, on appliquerait là les théories de la contextualisation des droits fondamentaux dans des lois. Et donc l'idée que lorsqu'ils sont suffisamment consacrés, le juge peut reconnaître un droit à venir chez lui débattre d'une idée. Donc il me semble qu'effectivement, ça pourrait justifier de nouvelles exceptions. Et ça pourrait justifier également, et ça devrait amener, à mon sens, un débat public renouvelé sur cette question qui se baserait sur cet argument-là de l'existence d'un droit fondamental de participer à la vie culturelle. Mais donc un débat public qui devrait être ouvert, qui devrait être réellement démocratique, etc. Même si on sait le poids des lobbies dans ces domaines. Donc ce sera sans doute difficile d'assurer les garanties d'un réel dialogue sur ce sujet. Alors ce que je vois simplement, c'est un petit risque, c'est de constituer alors le droit de participer à la vie culturelle comme un droit un peu à la protection du consommateur culturel. Ça, ce serait dommage s'il recevait essentiellement des applications au travers d'une lutte contre les droits d'auteur, ce qui a tendance à être le cas. Alors, ce serait une vision un peu restreinte du droit de participer à la vie culturelle comme droit à la protection de la consommation culturelle.
Et ça, ce serait sans doute un appauvrissement de ce droit-là. Mais donc, pour répondre à votre question, oui, je crois que... Mais en tenant compte des risques que ça peut impliquer. Merci. Si je peux juste réagir là-dessus aussi, effectivement, à défaut de poser une question, je donnerai une réponse. Mais donc, effectivement, bon, pour ne pas répéter ce que Céline a dit, mais le droit de participer à la vie culturelle a un rôle assez important à jouer pour contrer ou pour neutraliser, alors c'est effectivement un rôle plutôt réactif dans ce domaine-là, le mouvement de la fondamentalisation du droit d'auteur. Et donc certains critiquent effectivement le statut du droit d'auteur comme droit fondamental, et j'en fais partie. Et je crois que ce n'est pas seulement une pirouette, dans le sens où, effectivement, quand on regarde vraiment les textes qui consacrent le droit d'auteur comme droit fondamental, on a un droit qui est vraiment limité, en fait à la protection de certains droits sociaux et culturels. Mais donc c'est vraiment un droit social pour l'auteur, c'est protéger certains intérêts patrimoniaux et moraux de l'auteur, mais entendu pas comme dans leur sens le plus large, hein, d'un droit moral hyper étendu et perpétuel, etc., ou d'un droit patrimonial à l'ensemble des revenus tirés d'une œuvre, mais un droit pour les auteurs de vivre de leur création, etc., et donc de soutenir une certaine diversité culturelle. Et on voit que dans chacun de ces instruments internationaux qui reconnaissent la protection des droits moraux et patrimoniaux de l'auteur, on a à chaque fois, sauf dans quelques normes plutôt marginales, on a à chaque fois le droit de participer à la vie culturelle qui vient contrebalancer dans le deuxième paragraphe, et qui vient montrer en fait l'équilibre qui doit toujours être assuré entre ces deux normes. Et on peut voir ça aussi comme même les protections, pas continuer trop longtemps sur le droit d'auteur, mais du droit d'auteur par le droit de propriété. Là aussi, le droit de propriété, au fond, n'est jamais, quand il est protégé dans les instruments de droit fondamentaux, n'est jamais protégé comme une norme absolue, comme un droit libertarien à l'ensemble de sa propriété, etc. C'est une protection limitée d'une possibilité de détenir la propriété, limitée par les exceptions en vue notamment de l'intérêt général, etc. Oui, voilà. Et donc, effectivement, le rôle du droit de participer à la vie culturelle ici permet non seulement de reconnaître des exceptions qui peuvent jouer un rôle plutôt réactif et plutôt passif de consommateurs culturels, mais aussi des exceptions qui favorisent la participation active à la vie culturelle. Et donc ça, on y reviendra. Merci pour ces éclaircissements. Une autre question, une autre réaction ? Bonjour, Joanne Bouchard, je viens de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme à l'Université de Fribourg. Nous, on travaille un peu aussi sur les droits culturels depuis un petit moment. Je me demandais, mais c'est par rapport au référentiel que tu as utilisé, qui était beaucoup au niveau de l'article 15 du Pacte 1, qui est le droit de participer à la vie culturelle, à quel point vous avez utilisé aussi, dans le débat aussi ici au constitutionnel en Belgique, que je connais moins, corrigez-moi, l'article 27, je crois, du Pacte 2, qui est sur le droit aux minorités ethniques, nationales et linguistiques d'avoir leur propre vie culturelle. Donc, on est dans une autre définition ici beaucoup plus large, je crois, de qu'est-ce que c'est la vie culturelle, et éventuellement, à quel point est-ce que ça a été pris en compte, parce qu'il y a été la question de l'identité, où tu disais aussi le droit linguistique, et dans quelle mesure. Et je pense que ça pourrait également élargir justement ce lien-là entre politique culturelle, et j'entends beaucoup accès à et artistique, et au sens assez réduit, justement, à quel point est-ce que ça peut ouvrir le concept justement vers une démocratie qui serait une démocratie culturelle, donc une participation au-delà de juste à une pratique culturelle ou à une pratique artistique au sens réduit, mais à une pratique aussi dans la vie publique sur la base d'un certain nombre de ressources qui sont aussi de culte, de langue et de références identitaires, donc plus larges, juste pour... Donc, le droit belge, en fait, la Cour constitutionnelle même, a apporté une réponse assez claire, c'est-à-dire qu'elle considère, dans les arrêts Carrefour, que la thématique, la protection des minorités, donc inspirée de l'article 27 du pacte, ça n'est pas la même compétence, et donc pas les mêmes politiques, que la promotion de l'épanouissement culturel à l'article 23, et donc l'article 15. Pour elle, c'est deux choses différentes. Alors, voilà, simplement, elle considère que c'est donc deux compétences différentes.
enfin là je passe les détails, mais il s'agissait du subventionnement d'activités d'une association qui était en territoire dans la périphérie bruxelloise. Mais soit. Donc elle considère que c'est deux choses différentes et clairement dans les travaux parlementaires, à l'article 23, il ne s'agissait pas d'un droit des minorités, puisque les droits des minorités en Belgique sont réglés par d'autres principes plus généraux, même si évidemment, le droit à l'épanouissement culturel peut évidemment aussi être exercé par des minorités, ça c'est clair, mais ça n'est pas considéré comme un instrument qui est établi pour la protection des minorités. Cela étant dit, je crois que je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre, je ne considère pas que c'est juste la politique artistique qui est visée par le droit de participer à la vie culturelle. Je disais, c'est les pratiques artistiques et culturelles, mais simplement celles qui ont pour objet d'exprimer, d'objectiver le travail sur le sens à travers un certain nombre d'initiatives citoyennes comme aujourd'hui, à travers des pratiques artistiques, etc. Je crois simplement qu'on n'y gagne pas forcément à mélanger les enjeux de liberté de culte avec les enjeux culturels. Voilà, c'est mon avis personnel. Ceci dit, je constate qu'il y a une interprétation qui va dans ce sens-là, mais je ne crois pas qu'on y gagne toujours à mélanger les instruments de protection des identités collectives avec un instrument de protection d'un droit individuel qui, au départ, était relativement défini. Cela étant dit, encore une fois, je considère qu'il faut interpréter le droit de participer à la vie culturelle comme tous les autres droits. Là, je me réfère aux travaux d'une de mes collègues, Julie Ringelheim, sur la question, c'est-à-dire que la dimension de protection de la diversité culturelle, entendue comme protection des différentes identités existantes auxquelles l'individu se réfère plus ou moins, est un principe interprétatif de tous les droits de l'homme. Mais il est interprétatif du droit au logement, dans le sens où c'est pas seulement le logement en dur, mais c'est aussi le logement des gens du voyage. Il est aussi interprétatif du droit à la participation à la vie culturelle, puisqu'évidemment, le contenu de ce droit changera selon le contexte de vie, selon... voilà, donc ça c'est clair. Il y a un principe interprétatif qui équivaut pour tous les droits de l'homme d'interprétation dans le respect de la diversité culturelle au sens large. Voilà, mais selon moi, ça ne doit pas devenir l'objet même du droit, quoi. Sinon, en fait, ça le rend insaisissable au niveau juridique et ça rend difficile le débat qu'on vient d'avoir sur les droits d'auteur, parce qu'on peut considérer que le droit d'auteur est lui-même une pratique culturelle et donc, voilà, on ne sait pas mettre les choses sous forme de conflit et débattre les choses dans cette optique, il me semble. C'est ce que Serge Rebourg, qui n'est pas là, appelle la dilution anthropologique des enjeux. Voilà, je reprends ces mots. Donc voilà. On va prendre une dernière intervention parce que je me suis pris un peu les pieds dans l'horloge. Et donc après cela, vous aurez droit, et il me semble qu'il est temps d'ailleurs, vous aurez droit à une pause café. Voilà. Allumé. Ah voilà. Mais les échanges Paul Biot, Culture et démocratie et Mouvement du Théâtre Action, les échanges qui viennent d'avoir lieu sur les différents points très rigoureux, très précis, droit d'auteur, me poussent à dire que, bien sûr, nous sommes dans une journée de réflexion particulièrement juridique. Bien. Et donc, c'est important, effectivement, de mesurer la place du droit, comme Céline l'a particulièrement développé, et de constituer progressivement cette base qui n'est pas nouvelle, mais qui est nouvellement interrogée, comme étant un fondement de toute une série d'activités, de choix politiques notamment, et qui se déclinent dans tous les lieux de la société. Il ne faut pas croire que la politique, c'est seulement des choses qui se font d'en haut, à certains moments de la vie, c'est tous les jours, dans tous les lieux, et d'ailleurs les questions qui se posent sur ce plan dans les centres culturels qui sont en train de découvrir petit à petit le nouveau décret, et qui s'interroge, et l'éducation permanente qui s'interroge sur ce qu'elle gagne et ce qu'elle perd. Ceci me rappelle qu'il y a bien sûr un combat au niveau du droit, et c'est ce que nous essayons de faire, mais que, et tout à l'heure Céline a dit, nous ne sommes plus... Enfin, il y a la notion de l'idéologie qui a conduit un certain nombre de politiques, qui a mené à prendre un certain nombre d'initiatives. Il ne faut pas opposer l'idéologie au droit. Et je tenais simplement à dire, ce n'est pas une question, c'est que le droit est né d'une idéologie. Il est né d'action. Il est né
d'investissements utopiques ou utopistes et qui se sont traduites à un moment donné en termes juridiques. Je suis moi-même docteur en droit, donc je sais bien comment ça se construit, mais bien sûr, le combat juridique ne vient pas se substituer au combat idéologique. Donc je crois que dans tout ce que nous allons faire, devoir faire, vouloir faire dans les années qui viennent, pour revisiter cette politique, ces politiques et ces choix, il va falloir aussi continuer à s'installer dans un parcours alternatif, croisé, permanent, entre des choix de type idéologique, de type profondément politique, en même temps en mesurant la force que peut apporter des droits ou le droit sur ce plan. Donc je souligne parce qu'il ne faudrait pas que l'on croie que tout d'un coup on se perdrait, on se limiterait, on pourrait dire, à des combats de ce type-là qui risqueraient de vider le combat politique profondément, de combat qui est idéologique à la base, et on le sent dans toutes les questions qui viennent d'être posées déjà maintenant. Donc ça va continuer, je crois qu'on peut dire que Culture Démocratie, en tout cas, ne l'oublie pas, et si je peux faire juste un petit point, c'est vrai que dans le théâtre action, eh bien, cette idéologie a été effectivement mise en place depuis plus de 40 ans, et nous avons essayé de la poursuivre comme cela. Mais les débats continuent d'exister aussi là. Voilà. Donc ce n'est pas une question. Merci Paul. Merci Paul.